Bonjour Frédéric. Bonjour Déborah. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler justement de ton cabinet, de ton expertise. Tu es président fondateur d'un cabinet qui s'appelle Alpe Gestion Privée. Tu vas nous en parler. Et du coup, pourquoi la création de ce cabinet et vraiment, raconte-nous ton expertise depuis de nombreuses années. Merci Déborah. Alors oui, j'ai créé le cabinet Alpe Gestion Privée au mois de juillet 2023. Et j'ai créé ce cabinet après avoir passé plus de 25 ans dans une banque internationale spécialiste de la gestion de patrimoine. Et pourquoi j'ai créé ce cabinet? Il y avait deux éléments qui me motivaient à l'origine. Le premier, c'est de rendre accessible la gestion du patrimoine. Pourquoi rendre accessible la gestion du patrimoine? Parce que c'est une matière qui est souvent méconnue. C'est souvent une matière qui est considérée comme opaque, feutrée, quelquefois trop technique, trop complexe. Et donc, j'avais vraiment cette volonté de démocratiser la gestion du patrimoine, la rendre accessible. Et puis, le deuxième point qui m'a beaucoup motivé, c'est d'offrir une alternative. Une alternative aux clients qui sont souvent déçus des banques traditionnelles ou des compagnies d'assurance. Et donc, lorsque j'ai créé ce cabinet, je me suis dit qu'il fallait absolument apporter un conseil personnalisé, un suivi personnalisé auprès d'une clientèle souvent déçue pour les aider à atteindre des objectifs clés dans la vie d'un particulier. C'est, par exemple, répondre à des problématiques de retraite, répondre à des problématiques de fiscalité ou répondre à d'autres problématiques du type transmission, par exemple. C'est vrai que c'est un sujet qui est des fois compliqué à comprendre. Tu fais partie des secteurs comme les avocats, les assureurs, les banquiers. On a toujours l'impression qu'on va avoir une recette miracle, ou au contraire pas du tout, parce que c'est tellement vague pour la plupart du public, on va dire. Donc c'est toujours intéressant. Moi, les questions qui me viennent, on va en parler longuement aujourd'hui, mais qu'est-ce qui va te différencier par rapport à un autre cabinet, par rapport à un autre expert qui a le même parcours que toi? Parce que tu pourrais me dire, c'est le nombre d'années, c'est un suivi personnalisé, c'est le fait que j'ai une longue expertise et donc du coup, comme j'étais dans la banque à l'origine, enfin, raconte-nous un peu parce que voilà, il y a plein de personnes sur ta thématique qui vont entendre plein de choses. Ils vont dire, oui, mais encore un énième qui me raconte des choses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai toujours considéré que le métier de conseiller en gestion de patrimoine était assez similaire à celui du médecin de famille. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit bien, ces deux métiers reposent sur des fondations assez identiques. Tout d'abord, tu as évoqué l'expérience. Je pense qu'un bon médecin de famille, il a de l'expérience. Et pour ma part, je suis intimement convaincu que l'expérience est très utile dans ce métier. Pourquoi elle est très utile? Parce que le métier de conseiller financier consiste à prendre des décisions et à faire prendre des décisions assez régulièrement et quelquefois en urgence. Donc l'expérience, la longue expérience que j'ai pu avoir m'est fort utile. Ensuite, il y a ce que j'appellerais la vision 360 degrés ou l'approche globale. Voilà, le conseiller financier doit avoir une approche générale puisque c'est une matière qui comporte de nombreuses disciplines, le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Donc, on doit être présent sur des domaines qui peuvent être le droit, la fiscalité. Il faut absolument maîtriser les connaissances en matière de marché financier, par exemple, d'assurance, de prévoyance. Bref, c'est un métier très, très ouvert. Je pense que le médecin doit être extrêmement disponible pour ses patients. Eh bien, le conseiller financier doit être disponible et réactif pour ses clients. C'est une demande du client. C'est une demande du patient pour le médecin. Et puis en dernier lieu, je vais parler de... Alors je le dis en dernier, mais ce n'est pas le moins important. Il s'agit de l'accompagnement. L'accompagnement, le suivi est extrêmement important également parce que c'est toute la richesse de ce métier, c'est de pouvoir accompagner un client qu'on connaît bien sur le long terme, avec l'objectif toujours identique, c'est de l'aider à répondre à ses besoins et à l'accompagner dans tous les moments de sa vie quotidiennement. C'est extrêmement important ce que tu dis parce que on est dans une période, en tout cas si vous nous écoutez en 2024, mais on est dans une période où il y a des vides, il y a un manque d'accompagnement. Tu parles du médecin de famille avec cette image-là. Il y en a certains qui n'ont même pas la possibilité d'avoir un médecin de famille. Donc du coup, c'est vrai que dans ton secteur, tout de suite, on va comprendre dans ta différenciation le fait que tu es là vraiment pour répondre, pour te connaître un petit peu
assez rapidement et ça fait plaisir. Alors, on va peut-être pas... parce que j'entends déjà les internautes qui vont venir te contacter sur WhatsApp à 23h un dimanche. Non, tu es assez réactif, mais je trouve que c'est extrêmement important. Et il y a un terme qui me vient, c'est assez tendance en ce moment, c'est le bilan patrimonial. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Le bilan patrimonial, c'est un peu le socle du métier, hein, bien évidemment. C'est clé. Est-ce que c'est un bilan de santé ? On parlait tout à l'heure du médecin, exactement. Donc, est-ce que c'est un bilan de santé ? Est-ce que c'est un bilan comptable ? C'est un petit peu les deux, quelque part. Alors, la définition du bilan patrimonial, c'est tout simplement une photographie ou une radiographie à un instant T d'un patrimoine. Mais à quoi sert cette photographie ? Elle sert tout simplement à analyser en profondeur une situation matrimoniale, fiscale, successorale. Voilà. Donc ce bilan, il est nécessaire pour, je dirais, avoir une vision précise de la situation du client, recueillir effectivement ses objectifs. Il sert également à réaliser des calculs parce que le client a besoin d'y voir plus clair dans son budget. Donc nous prenons les revenus et puis les dépenses, nous calculons le budget. Ce budget est important à calculer parce qu'il va permettre de déterminer une capacité d'investissement. Donc cette capacité d'investissement, on va l'utiliser et tenter de l'optimiser pour répondre à des objectifs de court, moyen et long terme. Voilà, donc le bilan patrimonial, c'est une photo suivie de préconisations. Alors chez Alpe Gestion Privée, nous rédigeons des préconisations qui sont vraiment personnalisées. Et ensuite, nous construisons une stratégie qui a pour but d'aider le client à atteindre ses objectifs tels qu'il nous les a définis. Que ce soit le bilan patrimonial ou tes offres en général, parce qu'il n'y a pas que ça. À quel public c'est adapté ? Est-ce que c'est que les jeunes entreprises ? Au contraire, des entreprises qui sont déjà installées et qui ont un patrimoine, qui ont une rentrée d'argent régulière, qui ont des sociétés ? Quel est mon public ? Ouais. À qui s'adressent les conseils et les produits finalement d'Alpe Gestion Privée ? Alors, le cabinet, les conseils et les produits du cabinet s'adressent aux particuliers, d'abord, mais pas que. Ils s'adressent également aux professions libérales, aux chefs d'entreprise, et puis tu as parlé des sociétés. Oui, ils s'adressent aux sociétés au sens large, puisque dans certaines situations, nous allons pouvoir travailler avec les sociétés commerciales, pour des sujets quand même assez précis, mais aussi des sociétés civiles ou des sociétés patrimoniales. C'est assez clair, mais il y a une question qui va certainement venir de la part des auditeurs qui vont nous écouter, c'est est-ce qu'il faut avoir un peu de capital ? Est-ce qu'il faut avoir un peu d'argent pour venir te voir ? En tout cas, soi-même, pas pour les consultations, je parle. Je vais peut-être avoir une réponse choquante, mais finalement, non. Il n'est pas nécessaire de disposer de fortune pour être suivi par un conseiller en gestion de patrimoine. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette situation où le client n'a pas une fortune à nous confier, mais il a des projets, il a des objectifs. Et grâce au bilan patrimonial, on va détecter effectivement une capacité d'investissement, même modeste. On va pouvoir mettre en place, par le biais de produits personnalisés, un programme d'épargne pour atteindre un certain nombre d'objectifs que sera fixé le client. Alors, je pense ici à des objectifs classiques qui peuvent être la retraite. C'est un vrai sujet aujourd'hui, mais il ne faut pas attendre le dernier moment pour préparer sa retraite. Donc, plus tôt on s'y prépare, même avec des sommes modestes à y consacrer, eh bien, on va atteindre plus aisément les objectifs. Mais c'est peut-être d'autres objectifs. Dans la vie d'un client, on va traverser des situations où il va falloir payer des écoles pour ses enfants, donc financer l'éducation des enfants, financer un projet qu'il soit immobilier ou professionnel. Voilà, donc notre métier, c'est d'assister chaque client, qu'il soit fortuné, aisé ou en phase de constitution. Ou en prévision, voilà, d'être fortuné. Exactement. L'idée, c'est de créer de la richesse. Et ce n'est pas un vilain mot, la richesse. La richesse, elle est tout à fait naturelle, elle est utile pour anticiper le futur. Oui, puis la richesse, pour certains, ça va être 50 000 euros de côté, ça va être 3 maisons, ça va être etc. etc. Donc on le dit bien, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, il ne faut pas attendre. Tu sais, on a souvent, enfin, on est
à peu près dans la même génération, ou en tout cas les générations plus jeunes, sont plus ouvertes, comprennent, mais nos parents, nos arrière-grands-parents attendaient, entre guillemets, la fin et se rendaient compte, finalement, qu'il n'y avait pas eu de succession, par exemple, ou d'optimisation pour la retraite, parce que même si nous, en France, on a la chance d'avoir un accompagnement en retraite, à l'étranger, non, il faut le dire aussi, on a quand même cette chance-là, n'attendez pas qu'on vous donne des choses, puisqu'après, tout changement politique qui va se passer ou d'institution, ça dégringole la stratégie. Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est ça que j'aime bien, ce côté préventif. Normalement, le médecin de famille est là pour dire, alors, ton père, il a eu peut-être un diabète, etc. Ou ta mère, elle a eu un AVC. Je vais éviter de te le faire avoir à 30 ans, quoi. Ça me fait penser à ça. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai rencontré de nombreuses situations dans ma carrière, celle que tu viens de décrire, où des personnes étaient vraiment stressées à l'idée de faire quelque chose. Alors, prenons l'exemple de la transmission. À de nombreuses reprises, j'ai pu rencontrer des enfants ou des petits-enfants qui étaient désespérés parce que les parents ou les grands-parents ne prenaient aucune décision. Et en analysant cette situation, je me suis aperçu que c'était par peur, par crainte, parce que le sujet de la transmission est resté très longtemps tabou en France. Aujourd'hui, beaucoup moins. On en parle beaucoup. Les réseaux sociaux, les sites web, les professionnels, la communication en règle générale autour de ce sujet aide quand même aux personnes à avoir une vision, à bénéficier d'une vision un petit peu plus claire sur le sujet. Ouais, un peu plus de connaissances, ouais. Voilà. Et j'allais dire, le conseiller financier, au milieu de cette situation, a un rôle clé. Il peut jouer le rôle de boussole, tout simplement. Et donc, en appliquant une méthode relativement simple, on va reparler du médecin, mais je fais un diagnostic. Donc, je vais voir le client qui a peur, qui a des craintes. On fait un diagnostic, on va démystifier le sujet, simplement en réalisant toujours cette photographie, en réalisant des calculs de droits de succession potentiels. Ça interpelle en règle générale, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'avantages en France à transmettre de son vivant, mais si on ne fait rien, les droits sont quand même relativement importants. Donc, une fois les calculs et le diagnostic posés, on va pouvoir ensuite prendre sa feuille de prescription et rédiger des remèdes. Donc, les remèdes, c'est la mise en place de stratégies visant à essentiellement transmettre de son vivant. Et alors là, on peut faire des choses très simples. On a coutume de dire en France qu'avant 70 ans, on peut transmettre et après, on ne peut plus rien faire. C'est totalement faux. Alors, on peut faire plus de choses avant 70 ans. Mais alors, après 70 ans, il existe des choses, je le disais, simples. Par exemple, la rédaction d'une clause bénéficiaire sur un contrat d'assurance vie. Une bonne rédaction, une clause personnalisée peut permettre, dans certains cas, de réduire drastiquement les droits potentiels. Et après 70 ans, on peut aussi envisager des choses peut-être plus longues à mettre en place, peut-être plus compliquées, mais qui passent par la création de structures dédiées à la gestion du patrimoine, avec pour objectif du démembrement ou de la transmission. Donc, il n'est jamais trop tard, quoi. Il n'est jamais trop tard, mais plus tôt on s'y prend, et mieux c'est. Et c'est vraiment le rôle du conseiller financier d'accompagner le client et sa famille dans ces décisions qui sont importantes et quelquefois difficiles à prendre. Du coup, j'ai envie de savoir comment se passe l'envers du décor, tu vois. Quand on arrive chez toi, alors on te contacte évidemment, on a compris le côté radiographie, bilan, oui. Mais vraiment le parcours du démarrage. Le parcours, oui, le parcours du client. Oui. Le parcours du client lorsqu'il rentre en relation avec le cabinet. Alors, c'est marrant ce que tu évoques. Le parcours client, c'est une notion très marketing, finalement. Hein. Ah oui, c'est la déformation professionnelle. C'est très marketing. Néanmoins, j'y attache une grande importance. Il faut absolument apporter une qualité de service et il faut apporter une expérience client qui soit positive et valorisante. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un parcours client ? Finalement, c'est l'ensemble des contacts qui vont jalonner la vie du client avec son conseiller financier. Alors, il y a de nombreux contacts, toute une vie durant. On pourrait en évoquer certains. Donc, dès lors qu'on rentre en relation avec un indépendant, un cabinet comme le mien, eh bien, le conseiller va, dans un premier temps, passer beaucoup de temps à l'écoute.
L'écoute est absolument nécessaire. Elle sert tout simplement à la bonne compréhension de la problématique du client, comprendre ses objectifs. Et donc, après cette phase d'écoute, il y a la phase d'analyse. Nous allons prendre le temps et prendre les moyens nécessaires pour analyser en profondeur la situation du client, pour lui restituer ce fameux bilan. J'y tiens. Une fois ce bilan restitué, on va courir après 3 objectifs principaux. Ils peuvent être beaucoup plus nombreux, mais j'en citerai 3. Le premier, c'est tout d'abord protéger l'existant. Tu viens me voir, tu as déjà créé un patrimoine, petit, moyen ou important, il faut le protéger. Il faut le protéger. Il faut aussi protéger tes proches, ta famille, bien évidemment. Donc, on protège l'existant. Ensuite, il va falloir anticiper. Cette fameuse anticipation, anticiper le futur. On l'a dit, on n'attend pas le dernier moment pour réaliser des actions qui visent à répondre à des problématiques, retraite, transmission ou autre. Une fois que nous avons passé ces 2 étapes, la dernière étape, c'est la transmission. Donc, on va tous transmettre quelque chose à un moment donné. Et là aussi, le cabinet, le conseiller en gestion de patrimoine a un rôle clé dans les conseils qu'il va pouvoir donner à son client pour bien transmettre. Donc, chez Alpe Gestion Privée, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, ce qui nous anime, c'est d'apporter une qualité dans le service que nous apportons aux clients, lui faire bénéficier, j'étais un petit peu prétentieux, mais d'une expérience unique, en vue de l'accompagner et de façon personnalisée et de lui apporter un conseil sur mesure. Est-ce qu'il y a des fréquences un peu spécifiques ? Est-ce que tu vas me dire, par exemple, il faut venir 1 fois par an pour faire le bilan ? Est-ce qu'au début, c'est peut-être toutes les semaines ? Alors, il existe une intensité de contact au démarrage, bien évidemment, puisque il est nécessaire pour le client comme pour le conseiller de bien se connaître, de bien se comprendre. Il y a un mot que j'aimerais employer, c'est le mot confiance. Ce métier est basé sur la confiance. Et d'ailleurs, c'est une vraie affaire de personne. Donc, la fréquence des contacts est beaucoup plus importante au démarrage. Mais ça ne s'arrête pas là. L'accompagnement est clé. Donc, la fréquence peut être assez variable parce qu'il y a bien évidemment un suivi annuel. Et puis, il y a tout le contexte autour de nous, le contexte économique, le contexte politique, le contexte fiscal, j'en passe et des meilleurs. Et donc, le client va être plus ou moins impacté par les changements. Et comme nous vivons une époque extrêmement intensive en termes d'événements, eh bien, le conseiller financier, et chez Alpe Gestion Privée, en tout cas, on s'attache à être très présent dès lors qu'un événement va impacter la vie d'un client. Il y a une question qui me vient. Est-ce qu'en fait, on a encore besoin de son banquier quand on te connaît, en fait ? Tu vois, c'est souvent des questions parce qu'on mélange banquier, expert comptable, donc CGP, enfin voilà, peu importe le titre, c'est vraiment est-ce qu'on a besoin encore de notre banquier ? Parce que là, tu vas mettre des pansements sur plein de choses. J'allais répondre oui et non. Oui, parce que tu ne peux pas te passer d'un banquier, ne serait-ce que pour encaisser ton salaire, payer tes charges. Donc, tu as besoin d'un compte courant. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, l'offre s'est largement développée. L'offre bancaire s'est largement développée. On connaît toutes et tous les banques traditionnelles, mais le marché s'est extrêmement fragmenté puisque il est arrivé de nombreux acteurs, des fintechs, des banques digitales. Donc, tu as le choix aujourd'hui d'ouvrir un compte dans de multiples réseaux. Une fois que tu as ouvert ton compte bancaire, je pense que tu peux ensuite te passer d'un banquier traditionnel. Parce que pour toutes les autres activités, tu peux effectivement faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine qui saura trouver les solutions pour t'aider dans tes démarches et pour répondre à tes objectifs. Si on prend l'exemple, je dirais, du financement immobilier, par exemple, eh bien, on va pouvoir t'aider à réaliser le bon montage. Et ensuite, grâce à nos partenaires, nous allons pouvoir te faire bénéficier de la recherche du meilleur taux de crédit, par exemple, en tout cas des meilleures conditions financières pour réaliser ton objectif. Si on parle de placement, qu'il s'agisse de placement à court terme, moyen terme, long terme, là, effectivement, le cabinet Alpe Gestion Privée et puis en règle générale, les conseillers en gestion de patrimoine
vont te trouver des solutions individualisées et personnalisées. Si tu souhaites acquérir de l'immobilier, il s'agit là de l'immobilier papier ou de l'immobilier direct. Là aussi, les cabinets vont pouvoir t'aider dans ta démarche ou via des partenaires qui sont spécialistes dans ce domaine. La prévoyance, on n'en a pas parlé, mais la prévoyance est un élément clé. J'ai parlé tout à l'heure de protéger tes proches. Là aussi, le conseiller en gestion de patrimoine doit t'aider à bien protéger tes proches et te proposer une offre de produits en matière de prévoyance qui soit adaptée. Donc, non, tu ne peux pas te passer d'un banquier pour ouvrir un compte bancaire, mais oui, tu peux te passer d'un banquier pour la suite des événements et pour réaliser tous tes autres projets. Pourquoi je t'ai posé cette question, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes générations qui s'interrogent sur les banques, sur l'intérêt des banques. Il y a quand même des révolutions, il y a des banques en ligne, et il y a une méfiance qui s'est installée. Moi, en tant que plus du tout jeune entreprise, parce que voilà, ça fait 15 ans, j'ai un sentiment auprès de mes jeunes collaborateurs ou des jeunes entrepreneurs que je rencontre, d'avoir cette méfiance envers les banques et avoir perdu cette confiance. Alors déjà, est-ce que tu peux peut-être l'expliquer ? Et puisque toi, tu es plus dans l'envers du décor par rapport à un entrepreneur, comment tu expliquerais cette méfiance qui s'est créée au fur et à mesure des années ? Est-ce que c'est récent, c'est plus ancien ? Tu as raison. Il y a une grande méfiance, et cette méfiance est croissante. Donc elle s'accélère. Il y a une méfiance auprès des banques traditionnelles, voire des compagnies d'assurance en règle générale. Pourquoi cette méfiance ? Alors moi, je l'explique peut-être de façon un peu agressive, mais je considère que les banques traditionnelles, les compagnies d'assurance en règle générale, sont en totale faillite vis-à-vis de leur principale mission. Et une des principales missions, c'est le conseil. Après, si on creuse, pourquoi sont-elles en totale faillite, comme je le dis ? Tout simplement parce que le monde bancaire a beaucoup évolué et il a poussé les patrons de ces établissements à mettre en œuvre des stratégies très court-termistes visant à valoriser l'actionnaire. Et ces stratégies, en cascade, vont vraiment impacter le client in fine, puisque le conseiller bancaire que tu rencontres, souvent, il est sous pression. Il est sous pression d'un chiffre d'affaires, il est sous pression parce qu'il doit vendre des produits, et donc on en arrive à un modèle économique où ce n'est plus le client qui est au cœur de la relation, c'est le produit. Donc on se retrouve en face d'établissements qui créent des produits, qui les industrialisent, et qui demandent à ses collaborateurs commerciaux de les vendre. Donc on n'est plus du tout en face d'un établissement, d'une structure qui prend son temps, qui écoute, qui analyse et qui délivre un conseil pertinent et personnalisé. On est en face d'établissements qui sont très commerciaux. Et là, je vais parler de mon expérience. Nous arrivons quelquefois à des véritables drames. J'ai rencontré des situations où le client se retrouvait avec des produits financiers qui étaient en totale incohérence avec leurs objectifs, qui pouvaient même paraître extrêmement bloquants. Et c'est d'ailleurs pas par hasard si le régulateur est très attentif à ce type de pratique, il sanctionne ce type de pratique, et c'est très bien. Il faut sanctionner ce type de pratique, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est prendre du temps, c'est personnaliser la relation, et c'est faire du sur-mesure. Le prêt-à-porter, ça peut être très bien, mais ça peut être de très mauvaise qualité. C'est exactement la même chose que je dis très souvent dans le web, dans la com, quel que soit l'outil. C'est vraiment d'être plus à l'écoute, d'avoir ce suivi personnalisé, 360 comme tu le dis. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et du coup, ça découle aussi une question. Est-ce que mon argent, l'argent d'un entrepreneur, l'argent d'un particulier ou d'un retraité est vraiment mieux protégé à tes côtés qu'avec ma simple banque, on va dire ? Alors, c'est une très bonne question. Est-ce que l'argent est protégé ? Alors, je rebondis. Tu parles de protection de ton argent. Je vais juste faire un focus sur la garantie, parce qu'il existe souvent un amalgame entre la garantie et la protection. La garantie, c'est quoi ? La garantie, c'est un contrat. Je peux te garantir quelque chose par contrat.
Mais si je décède ou si je fais faillite, ma garantie ne tient plus. Une banque peut te garantir quelque chose par contrat, et elle peut disparaître. Une entreprise, un État. Donc, je considère que la garantie n'existe pas dans le monde financier. La garantie n'existe pas. Par contre, la protection de ton argent, c'est un sujet clé. J'associerais le mot protection avec le mot sécurité. Est-ce que ton argent est plus sécurisé dans une banque versus le cabinet Alpe Gestion privée? Alors, en préambule, je dirais que, tout d'abord, le cabinet n'a pas pour vocation d'encaisser les fonds. Tu ne me donnes pas des fonds, tu ne me confies pas des fonds. Je n'encaisse pas de fonds de Déborah, en aucune manière. Mon métier, c'est du conseil, c'est du courtage. Donc, comment je vais faire pour protéger, sécuriser ton argent? Eh bien, dès l'ouverture du cabinet, nous avons mis en œuvre une stratégie de sélection très rigoureuse de l'ensemble de nos partenaires. Donc, les partenaires du cabinet, aujourd'hui, sont des maisons réputées, reconnues, solides. Et donc, lorsque nous allons appliquer une diversification de ton argent, de ton épargne, eh bien, on va t'apporter un maximum de sécurité, un maximum de protection. Je profite de la question pour préciser un sujet qui me tient à cœur. Dans un monde très informatisé aujourd'hui, toi comme moi, on regarde beaucoup Internet et on trouve beaucoup de choses écrites sur Internet. Et je voudrais dire ici que l'argent déposé dans une banque, l'État ne peut pas le prélever. J'entends, je lis très souvent des mauvaises informations, de la désinformation sur le sujet. Si une banque peut faire faillite, il existe un fonds de garantie des dépôts et de résolution qui permet, certes, de façon limitée, de protéger les liquidités, l'épargne des clients déposés sur le compte d'une banque. Mais l'État, en aucune manière, on ne peut prélever de l'argent sur le compte d'un client. Il faut que ce soit très clair là-dessus. Ne tombons pas dans le piège de la fake news et de la désinformation. Ça me fait rebondir sur une phrase que j'avais entendue par un collaborateur qui disait « Ah mais moi les banques en ligne, j'y crois pas, ça peut faire faillite, du coup mon argent sera perdu, en plus je crois que c'est à l'étranger, c'est pas en France. » Tu sais, c'est l'effervescence de ces banques en ligne. Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'en pense du bien. J'en pense du bien, et d'ailleurs de nombreux clients quittent les banques traditionnelles pour se réfugier vers des banques en ligne parce que la tarification, dans un premier temps, est extrêmement réduite versus la tarification appliquée par les banques traditionnelles. Le modèle économique n'est pas le même. Les coûts, les charges d'une banque traditionnelle sont très différents d'une banque en ligne. Et puis, l'expérience client est bien meilleure dans une banque en ligne puisque de nombreux progrès ont été réalisés pour rendre extrêmement pratique la consultation et l'utilisation des comptes bancaires. Donc, je pense beaucoup de bien des banques en ligne. Mais tu l'as dit, je ferai quand même un petit bémol sur les banques en ligne étrangères. En France, le consommateur bénéficie de lois qui le protègent. Dès lors qu'on va sortir des frontières, eh bien, on peut considérer que le client n'aura pas la même protection. Donc, restons vigilants. Il existe de nombreuses banques en ligne franco-françaises qui peuvent très largement satisfaire les besoins des clients. Donc, je trouve assez utile d'utiliser les banques en ligne. Je trouve aussi assez utile d'utiliser un conseiller en gestion de patrimoine pour toutes les activités qui vont suivre. J'avais cette question parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et qui trouvent le modèle tout packagé de la banque en ligne avec une réactivité qui est énorme parce qu'en plus, il y a un chat en ligne, il y a un support en ligne. On n'est pas bloqué pour faire un achat d'un ordinateur à plus de 4 000 € et en fait, on doit attendre le conseiller le mardi matin. Tu vois, il y a des choses comme ça que j'ai beaucoup entendues et je me suis dit en préparant notre échange, bah oui, c'est ça, forcément, ça va faire tilt dans ton parcours. Il y a un terme qui revient souvent, c'est family office. On entend tout et son contraire, et au final, on ne sait pas vraiment la définition de ce que c'est réellement. Est-ce que toi, tu peux nous le définir et nous donner ton avis aussi, hein? Volontiers. Alors, la définition du family office, en fait, le family office,
c'est une organisation, j'allais dire pluridisciplinaire, qui a pour vocation de développer un patrimoine, un seul patrimoine. Donc, ce family office, finalement, ses activités sont réservées aux grandes fortunes. Donc, on trouve des family office à Paris qui suivent des patrons du CAC 40, par exemple, ou en tout cas des gens fortunés. Donc, le family office, c'est une notion souvent reprise par mes collègues dans ce métier. Pourquoi ? Parce que on cherche toutes et tous à travailler le client et toute la chaîne familiale. Et comment on s'y prend ? Effectivement, nous allons mettre en place tout un écosystème d'experts visant à accompagner le client dans ses démarches et dans ses objectifs. Par exemple, chez Alpe Gestion Privée, nous avons mis en place des synergies entre différents professionnels, des notaires, des experts comptables, des conseillers juridiques, des courtiers en prêt. Ces gens-là partagent les mêmes valeurs que le cabinet, ont une forte expertise, et le cabinet met à disposition les pratiques de ces professionnels pour les aider à réaliser leurs objectifs. L'intérêt de ces synergies, c'est de pouvoir très rapidement mettre en œuvre une réunion, une visioconférence pour répondre à un sujet. Voilà, donc le family office, non, on n'en trouve pas ici à Grenoble. Par contre, ce lien du conseiller en gestion de patrimoine avec son client et toute la chaîne familiale, oui, on essaye de le développer à l'instar d'un family office. Est-ce que tu aurais des conseils à transmettre à des particuliers, des professionnels qui nous écouteraient aujourd'hui ? Nous sommes en 2024 et il est vrai que l'approche de l'épargne, pour l'épargnant en tout cas, est assez complexe parce que nous vivons une période où les taux d'intérêt ont fortement progressé. Alors ils étaient très bas, ils étaient même d'ailleurs anormalement bas. S'en est suivi effectivement un coût du financement plus important et des prix de l'immobilier qui commencent à bouger vers la baisse, qui ont déjà d'ailleurs baissé, et une bourse en parallèle qui offre une santé, j'allais presque dire, indécente. Donc le choix des véhicules d'investissement aujourd'hui est assez difficile. Donc, merci de me poser cette question parce que j'allais effectivement te dire et dire aux auditeurs de consulter un spécialiste qui va forcément adapter et adopter une stratégie personnalisée. Donc, ce que je recommande aujourd'hui, c'est d'être extrêmement sélectif dans la qualité des supports qui vont être sélectionnés et surtout, alors là, je n'invente rien, diversifier. Grâce à notre échange, on a appris énormément de connaissances, tu vois, les termes, bilan patrimonial, family office, comment se faire accompagner aussi. On invite bien sûr les internautes à aller dans la description de la vidéo pour te contacter, te consulter, j'ai envie de dire, à l'image du médecin. Et puis si bien sûr ils ont d'autres questions, ils pourront bien sûr t'en poser plein. Je sais que tu es hyper réactif, donc ça c'est assez chouette. Et on donnera toutes les informations nécessaires. Merci pour ces infos et puis au plaisir de te retrouver. Merci Déborah, le plaisir était partagé.